un peu de cancéro. Aujourd'hui, on va continuer sur les thérapies ciblées et les effets secondaires communs. Les thérapies ciblées, deux grandes familles à connaître, les anticorps monoclonaux et les inhibiteurs de tyrosine kinase. Je préfère les classer comme ça, c'est nettement plus visuel, je ne sais pas comment vous fonctionnez. On va les analyser un par un avec leur toxicité. Le trastuzumab utilisé dans le cancer du sein va viser le récepteur HER2. Faites attention, c'est un bon piège dans les cas cliniques. Le résultat va vous être donné en quantification et pas en positivité. Je m'explique. Si on vous dit que le résultat c'est HER2 plus, juste comme ça ne veut pas dire que votre résultat est positif. C'est que vous allez être quantifié à une seule croix. Pour pouvoir délivrer le trastuzumab, vous avez besoin d'une mutation quantifiée à 3+. Donc ne vous faites pas avoir. Au niveau des toxicités, il peut donner des hypersensibilités, mais surtout, il est très connu pour sa toxicité cardiaque. Donc faites attention si en même temps vous avez des anthracyclines, il faudra prévoir une consultation cardio et surtout un suivi échographique. Le bevacizumab est un anticorps qui va cibler le VEGF, notamment dans le cancer du rein. Il va vous donner par contre de l'hypertension. Ça peut aller de la petite HTA contrôlable très facilement avec quelques comprimés, jusqu'à l'HTA réfractaire pouvant aller au PRES syndrome. Donc évidemment, ça fait une excellente fin de dossier. Le cetuximab et le panitumumab, du premier coup cette fois-ci, est un anticorps qui va cibler l'EGF réceptor. Donc, qui dit EGF réceptor dit tissu renouvelable très facilement et très rapidement. Donc ça peut donner des folliculites et des périonyxis. Malheureusement, il semble que plus la réaction cutanée est importante, et plus l'effet thérapeutique sera important sur la tumeur. Après, ces troubles vont diminuer progressivement et en général, ça disparaît dès qu'on arrête les perfusions. Donc c'est pas plus mal. Le rituximab, un anticorps qui va viser les récepteurs CD20 des lymphocytes B, donc très utilisé dans les lymphomes, va vous donner deux types de syndromes à retenir. Le syndrome de lisse tumorale. Bon, c'est très simple, imaginez votre gigantesque tumeur, et d'un coup, vous la dézinguez avec votre rituximab. Tous les composés intracellulaires vont être relargués dans le sang. Donc, hop, le K+, le phosphore et l'urate. Tous ces composés vont être relargués dans le sang, vous aurez donc une hyperkaliémie, une hyperphosphorémie, ou phosphatémie comme vous voulez, et une augmentation d'acide urique, donc une hyperuricémie. À côté de ça, votre calcium va être chélaté par l'acide urique et par le phosphore, et précipité dans votre rein. Ce qui va entraîner donc une hypocalcémie, mais aussi une insuffisance rénale aiguë. À côté de ça, l'acide urique va aussi entraîner une acidose métabolique. Quand vous combinez une insuffisance rénale aiguë, une acidose métabolique et une hyperkaliémie, ça fait une bombe. Faites attention avec vos troubles du rythme cardiaque, faites vite des ECG. Maintenant, on va effacer tout ça parce que ça fait un peu dégueu. Et on va passer au syndrome de relargage des cytokines. Ce syndrome est caractérisé par une dyspnée sévère. Vous aurez un bronchospasme, une hypoxie, de la fièvre, des tremblements, des angioedèmes, plein de bonnes choses. Ça peut au maximum aboutir à une insuffisance respiratoire aiguë et donc le décès. Cette insuffisance respiratoire est en rapport avec un infiltrat pulmonaire interstitiel, donc un œdème pulmonaire, qu'il va falloir traiter au plus vite. En général, ça apparaît au niveau de la première ou deuxième heure qui suit le début de la perfusion. Il faudra donc arrêter tout de suite cette perfusion et mettre un traitement symptomatique. Ça peut aller très très vite en réa. On a fini pour tout ce qui est thérapie ciblée. Les anticorps antirécepteurs tyrosine kinase ont très peu d'effets secondaires. Pas trop la peine de vous embêter avec ça. On va maintenant s'attarder aux effets secondaires tombables en dossier. C'est des effets secondaires complètement communs, mais qui font de très très bonnes sorties. Le vomi, c'est important. Ouais, le vomi, c'est très très important. Vos patients vont très très vite vomir. Cela va dépendre de quel protocole et du coup de quelle chimiothérapie. En règle générale, vous n'allez pas à retenir quelle chimio est plus émétisante qu'une autre. C'est vraiment de la surspé. Retenez par contre que le cisplatine, paf, vomi direct. Dans votre arsenal thérapeutique, vous avez les cétrons, les corticoïdes, les aprépitants, les antagonistes à la dopamine. Donc là, faites attention, le méthoclopramide peut donner des syndromes parkinsoniens iatrogènes. Donc pour tous les patients qui ont un Parkinson, il faudra utiliser l'alizapride. Et enfin, les benzodiazépines. On va voir qui utiliser et quand. Avant la chimiothérapie, pour les vomissements anticipatoires, c'est plus évidemment lié au stress, à l'anxiété. En général, le terrain, c'est une femme
qui a le mal des transports, qui est anxieuse. La grossesse, évidemment, ça favorise les vomissements, pas de bol. Donc il faudra utiliser des techniques de relaxation, d'acupuncture, de sophrologie, mais aussi des benzodiazépines si besoin. À ce moment-là, il faudra préférer des benzodiazépines à demi-vie courte parce qu'il y a des risques d'accumulation. Rappelez-vous que ce sont des patients qui ont souvent des insuffisances rénales, sont souvent âgés. Donc quand vous balancez ça avec de la chimio, la demi-vie peut très vite augmenter. Donc en général, on utilise l'alprazolam, c'est le Xanax. En ce qui concerne le jour de la chimio et les 2-3 jours suivants, donc on appelle ça les vomissements aigus. Je vais vous le marquer. Et je vais essayer de réussir l'orthographe de aigu. À ce moment-là, on met en systématique des corticoïdes, des anti-NK1 et des 5-HT3. On ne les met pas forcément pour toutes les chimiothérapies parce qu'il y a des protocoles faiblement émétisants. Mais si vous avez du cisplatine, vous allez directement mettre ce trio gagnant. Les vomissements tardifs ou incoercibles, ou même les vomissements surajoutés malgré votre trio gagnant de corticothérapie, 5-HT3 et anti-NK1, là, il va falloir utiliser des antivomitifs situationnels. Donc ce sera les antidopamines, le métoclopramide ou l'alisapride, ou même parfois l'olanzapine. Celui-ci est réservé plus pour les vomissements difficiles à contenir avec les antidopaminergiques. La fièvre chez un patient immunodéprimé, c'est une gigantesque urgence. En dessous de 500 PNN et dès qu'il commence à avoir un peu de fièvre, il faut très vite l'envoyer en réa. Il ne faut vraiment même pas réfléchir. Au niveau de l'examen clinique, il va falloir examiner le tube digestif de la bouche à l'anus, examiner les poumons et surtout, examiner tout l'état cutané. Donc vous déshabillez votre patient, vous regardez chaque porte d'entrée de cathéter, tout. Ensuite, ça va être en fonction du risque. Si vous avez un patient qui a une immunodépression prévue, qui va durer moins de 7 jours, qui n'a pas de signe de mauvaise tolérance, on peut se contenter juste d'une antibiothérapie préventive à type d'augmentin ciprofloxacine sous couvert d'une présence médicale active. C'est-à-dire que le médecin généraliste passe tous les jours. Par contre, s'il y a un seul de ces critères qui n'est pas respecté, que votre malade il commence vraiment à flancher, vous l'envoyez direct en réa. Là, c'est alerte rouge, on lâche tout, isolement contact et gouttelettes, antibiothérapie urgente, probabiliste, bactéricide, large spectre, débuter après les prélèvements. Donc, il faut un piocyanique à très large spectre. Je vous rappelle aussi qu'un piocyanique, c'est juste une façon de dire un antibiotique qui agit sur le Pseudomonas aeruginosa. C'est ce germe qui va défoncer tout le monde en réa. Donc, notre patient est évidemment ciblé. L'antibiothérapie sera donc la pipertazo, piperacilline tazobactam. Vous ajoutez un aminoside si c'est un sepsis sévère ou carrément un choc septique. Et si c'est une porte d'entrée cutanée à type de CAT ou s'il a un risque de SARM, vous rajoutez de la vancomycine. Comme on en a parlé tout à l'heure, le syndrome de Lise va vous associer une hyperkaliémie, une hyperuricémie, une augmentation de la créate avec une insuffisance rénale aiguë et une hyperphosphorémie. Le phosphore et l'acide urique va chélater le calcium, donc entraînant une hypocalcémie. Et du fait de la dysfonction métabolique et de tous ces précipités, vous aurez une acidose métabolique. Donc il faudra assurer une bonne diurèse et surtout donner du rasburicase. Le rasburicase va prévenir ou traiter l'hyperuricémie. Ça va changer l'acide urique en un composé nettement plus soluble et ainsi faciliter son élimination. Les neuropathies périphériques, ça c'est vraiment l'apanage des sels de platine et de tout ce qui est agent interagissant avec le fuseau mitotique. Au niveau de la prise en charge, on n'a pas grand-chose si ce n'est tout ce qui est lyrica ou antiépileptique. Au niveau pulmonaire, on a surtout la bléomycine, qui va nous faire une fibrose pulmonaire. Mais attention, rappelez-vous le méthotrexate avec les pneumopathies interstitielles qui fait une très bonne question d'imagerie, parce qu'on peut vous demander de la sémiologie d'imagerie de base, style rayon de miel ou microkyste. Donc faites attention, passez vraiment en radiologie pour vous familiariser un peu avec tous ces types d'images. Nous, c'était vraiment bien tombé. Pour tout ce qui est cardiaque, tout ce qui est anthracycline, tout ce qui est trastuzumab, il faut vraiment faire attention pour la cardiomyopathie. Et pour les spasmes coronaires, c'est l'angor lié au 5-fluorouracil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la vidéo des QCM. À toutes!